面白い切り合いができそうだ。だからもうちょっと楽しませてくれよな。バカ野郎四大貴族綱社時灘が巡らせた悪意の種は世界を蝕み侵食する。霊王の謎、ソウルソサイティ100万年の宿業、三階の危機。さまざまな因果の本流に飲まれ、死神アランカル、フルブリンガーが戦いの場へと集結。そしてついにAujourd'hui, c'est enfin le moment d'aborder un sujet très demandé, puisqu'on va enfin parler de Can't Fear Your Own World, la série de light novel faisant en quelque sorte office de suite à Bleach. Cette série de light novel réalisée par Ryogo Narita et Tite Kubo nous propose une histoire inédite, se déroulant juste après la défaite de Yua-Bar face à Ichigo, et nous permet d'en apprendre énormément sur le monde de Bleach ainsi que ses personnages. En plus de nous expliquer de nombreux événements du passé, on a beaucoup de développement quant aux motivations de certains persos, et les questions qui restaient en suspens dans le manga sont ici traitées et mises en avant comme il se doit. Mais bien entendu, on nous présente aussi de nouveaux personnages, et certains de ceux n'ayant pas pu briller pendant le manga ont ici droit à pas mal d'expositions. Dans cette vidéo, mon but va être en quelque sorte de résumer l'histoire de Can't Fear Your Own World, en y apportant mon avis. Et vous le savez, cette série de romans est seulement disponible en anglais et en japonais, et je sais que beaucoup aimeraient connaître les détails de l'histoire mais peuvent tout simplement pas lire le roman. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais Lams, un des membres de la communauté Bleach sur Twitter, s'occupe avec l'aide d'autres membres de la communauté de traduire la série en français pour vous, et le tome 1 sera bientôt disponible sur son site bleachroman.fr, donc vous savez où aller pour voir ça. On va donc pouvoir commencer à s'intéresser à l'histoire de Can't Fear. Oui, je vais l'appeler comme ça, sinon c'est trop long à dire. Sachez déjà qu'ici, Ichigo n'est pas présent, et c'est Isagi qui fait office de personnage principal. Apparemment, il serait arrivé un problème à Yuzu et Karin pendant un voyage, et il est allé les secourir, et ne prend donc pas part à l'histoire. Ce qui m'ennuie un petit peu, mais bon. Mettre en lumière Isagi est aussi intéressant, puisque c'est un personnage très populaire que les fans voulaient voir briller, surtout après son traitement dans le dernier arc. Mais on débute l'histoire avec un petit prologue, dans lequel on assiste à une discussion entre le capitaine commandant Kyoraku et Ichibei, alors que celui-ci rend la vie aux membres de la Division 0. On apprend que si la situation pendant le combat face au Quincy avait encore empiré, Ichibei aurait dû faire d'Ichigo le roi spirituel, ce qui était possible car il possède à la fois l'énergie spirituelle des Quincy, des Hollow et des Shinigami. Oetsu, après son réveil, se rend compte que pendant la confusion de l'après-guerre, un membre des familles nobles de Soul Society aurait volé un Zanpakuto très particulier. Parce que oui, là on est tout juste après la fin de la guerre, et les grandes familles nobles de Soul Society, contrairement au manga, jouent ici un grand rôle, et on aura beaucoup de détails par rapport à leur organisation et leur rôle justement. Pendant ce prologue, on verra aussi Grimmjow, Nell et Haribel, qui témoigneront de l'existence du roi des esprits, avant de rentrer au Wekumundo. Après ça, on assiste à l'emprisonnement d'Aizen, qui est de nouveau enfermé dans le Muken devant tous les Shinigami, mais se permet avant ça de jouer avec les nerfs d'Isagi, en lui expliquant que s'il a tué Tosen, c'était par pitié, et non pas pour le punir. D'après lui, s'il était resté en vie, il serait devenu fou à cause des actes qu'il a commis, et de ce fait, il l'a sauvé en le tuant sans souffrance. En plus de ça, il évoque le péché originel des Shinigami, et ses paroles semblent nous mettre en garde, alors qu'il s'amuse de créer la confusion comme toujours. Voilà pour le petit prologue, qui clairement aurait dû se retrouver à la fin du manga, mais en tout cas il permet de se resituer un peu avant d'embrayer sur la suite. On va donc pouvoir se lancer dans le vif du sujet, et en effet, bien que décédé depuis un moment dans l'histoire, on en apprendra ici beaucoup sur Tosen et sur ses motivations. Mais avant de parler de l'ancien capitaine, on va devoir introduire un nouveau personnage, qui nous est présenté ici comme le grand méchant de l'histoire, Tokinada Tsunayashiro. Alors là on est clairement sur un personnage qui fait l'unanimité chez les gens qui ont lu les romans. C'est un ancien Shinigami membre de la grande famille noble Tsunayashiro, et il se trouve qu'il est l'assassin de Kakyo, vous savez la fameuse amie de Tosen, celle dont la mort a bouleversé sa vie. Revenons dans le passé. Tokinada était son mari, et l'a tué car c'est en fait un gros malade mental qui adore quand les gens le haïssent, tandis que sa femme, elle, aspirait à la paix. Mais c'est aussi à l'instar d'Aizen, un excellent manipulateur, et en tant que membre d'une famille noble, il ne sera pas inquiété d'avoir commis un meurtre. Après ça, il est allé discuter avec Tosen, car ce dernier est enragé de voir qu'aucune punition n'était donnée au tueur. Il ne savait pas qui était l'assassin à l'époque, et Tokinada, après avoir joué avec lui façon Aizen, lui révélera que c'est lui.
après lui avoir fait dire qu'il ne souhaitait pas venger la mort de Kakyo. C'est un pur sadique qui savait que Tosen était le meilleur ami de sa femme, et après lui avoir annoncé qu'il l'avait tué, il va se délecter de voir la haine monter en Kaname, qui ne pourra rien faire d'autre que se faire casser la gueule à ce moment-là. Et si ce dernier avait dit qu'il souhaitait la venger, Tokinada l'aurait simplement tué. C'est notre premier contact avec le personnage, qui semble être la pire des ordures, et cet échange entre lui et Tosen est assez sympa, et nous montre vraiment que ce dernier est réellement une bonne personne à la base, qui ne veut absolument pas céder à la vengeance et qui souhaite respecter les rêves de Kakyo, qui souhaitait la paix et l'amour. Et vous allez me dire, bon c'est cool tout ça mais c'est du passé, mais comme je l'ai dit, Tokinada est le méchant de l'histoire, et on va maintenant s'intéresser au présent et à son implication. On est donc après la guerre contre le Vandenreich, et Tokinada a en tête un plan dont on ne connaît que les grandes lignes. D'abord, il compte prendre le contrôle de la famille Tsunayashiro, son clan qui fait partie des 4 grandes familles nobles de Soul Society, ce qu'il parviendra à faire en recrutant des assassins via un intermédiaire. Il tuera ensuite lui-même les membres haut gradés du clan et fera passer ça pour un meurtre. Et en tuant le supposé assassin qu'il avait engagé, il passe pour le boss, alors qu'il avait tout prévu, dans le but de devenir le seul chef. Et on va pouvoir présenter le petit compagnon de Tokinada, dont on ne sait que très peu de choses à ce moment, et je parle bien sûr d'Ikone, l'enfant à l'allure androgyne et qui semble monstrueusement fort. Cet enfant est très particulier, et ressemble de prime abord à un Shinigami un peu bizarre, mais on apprend que Tokinada compte en faire le roi des esprits, et c'est à partir de là que l'intrigue des romans se lance réellement, avec un Shinigami machiavélique et sadique, qui semble avoir de sales idées derrière la tête. Côté Shinigami, on va comme je l'ai dit suivre Isagi, et on en apprendra ainsi beaucoup sur l'organisation du Seireitei, et sur les différentes divisions. Vous le saviez déjà sûrement, mais Isagi est chargé des nouvelles du Seireitei, dont il est l'éditeur en chef, et il a pour but, maintenant que la guerre est finie, de récolter des informations afin d'en faire une rétrospective, afin que tout Soul Society puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Il cherche donc à interviewer des personnes ayant été très impliquées, car rappelez-vous que lui s'était fait mettre out par l'île Barrow et a été grièvement blessé, puis soigné de justesse par Orihime à la fin de la guerre. Pendant ses recherches, il va tomber sur Ginjo et Tsukishima, qui sont désormais proches de Kukaku et Ganjushiba, et qui en plus de lui donner quelques infos sur la fin du combat entre Ichigo et Yua, puisqu'ils ont un peu aidé, rappelez-vous, Ginjo va aussi nous en apprendre plus sur sa haine envers Ukitake, qui d'après lui aurait fait assassiner ses anciens amis à l'époque. Mais la nouvelle d'un nouveau leader pour le clan Tsunayashiro va se répandre au Gotei 13, et Isagi va se voir ordonner par la noblesse et la chambre des 46 de faire une édition spéciale des nouvelles du Seireitei, afin de propager le plus possible la nouvelle à tout Soul Society. C'est bien entendu Kyoraku qui transmet cet ordre à Isagi, et il nous fait comprendre qu'il n'aime pas du tout Tokinada, et qu'il y a quelque chose de louche, surtout au vu de comment il a pris la tête du clan. Ce qui est vraiment stylé, je trouve, avec Kenfir, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur les grandes familles nobles et leur fonctionnement. Ce qui est clairement mis en lumière est le fait qu'en tant que nobles, leurs avantages sur les autres sont injustes, et ils tirent les ficelles dans l'ombre. Certaines familles ont dans leur rang des membres corrompus, et même si Kyoraku fait de son mieux pour apporter de plus en plus d'égalité, les familles nobles restent privilégiées. La preuve avec Tokinada, qui semble intouchable même s'il est très mal vu par la plupart des Shinigami. Et même si la chambre des 46, avec les efforts du nouveau capitaine commandant, tend vers plus d'égalité, les aristocrates restent pour la plupart des ordures, et on apprend que beaucoup d'entre eux n'ont fait que se cacher pendant la guerre face aux Quincy. Bien entendu, toutes les familles nobles ne sont pas forcément comme ça. On le voit avec les Shioin et les Kuchiki, mais on voit parfois aussi des aspects de Soul Society qui peuvent faire froid dans le dos. Clairement, là-bas, c'est pas que des gentils, et c'est un des thèmes majeurs de Kenfir Your Own World. Et comme je le disais, beaucoup de persos peu mis en avant pendant le manga ont ici droit à un développement, et font partie intégrante de l'histoire. J'ai parlé de Ginjo et Tsukishima, mais tous les Fullbringers seront de la partie, ainsi que les Arrancars et même certains Sternritter ayant survécu à la guerre, comme Candice et Lil Toto par exemple. Par contre, on revoit Bambietta en mode zombie et ça m'énerve, mais bon. On a aussi l'implication des amis d'Ichigo sur Terre, avec Mitsuhiro qui se fight avec un holo. No-Fake qui utilise un gadget d'Urahara pour paralyser un holo, un vrai boss. En gros, toutes les factions sont représentées, et plusieurs événements de l'histoire prennent place simultanément dans les différents mondes. Après que les Shinigami aient appris la nouvelle de Tokinada à la tête du clan Tsunayashiro, tout va commencer à s'accélérer et les problèmes vont survenir à la fois à Soul Society, au Wekomundo et dans le monde humain, où l'on rencontre un nouveau personnage marquant de l'histoire, Ora Michibane, une Fullbringeuse. Ça se dit Fullbringeuse ? Bref, elle se présente comme la chef d'une organisation appelée Execution, oui le même nom que le groupe de Ginjo à l'époque, et qui vient négocier avec Yukio, désormais PDG de l'énorme entreprise de ses parents. Mais ça fait partie des trucs qui restent en suspens pendant le tome 1, et vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais elle est où la bagarre ? Vous inquiétez pas, ça arrive. Comme je l'ai dit, tout commence à se mettre en place, et le premier et seul véritable combat de ce tome 1 survient dans le Wekomundo, où l'on retrouve Arrancar et Quincy en plein affrontement. En effet, pendant l'invasion des Quincy à Soul Society, les troupes restantes de la Yacht Army étaient en train de se faire exterminer par les Arrancars restants, genre Loli, Menoli et Rudobon,
après qu'Ichigo soit venu à bout de leur chef, et que Grimmjow et Nel se soient rendus à Soul Society. L'ancien chef de l'Exequias avait même commencé à vouloir devenir le représentant de l'ordre Uekomundo, afin de faire honneur à Aizen, qu'il respecte et vénère toujours autant. Mais il se trouve qu'en plus des Quincy de base de la Yacht d'Army, d'autres ont survécu à la guerre, comme par exemple Lil Toto, Giselle et Bambietta Zombie. Ils ont été sauvés et soignés par l'assistante d'Ashvalt, qui est apparemment une Quincy très respectée bien qu'elle ne possède pas de Shrift. On en apprend ici pas mal sur Yugo, et sur son état d'esprit face à Ishida, et son envie de sauver et d'unir les Quincy restants, car il avait bien entendu vu venir la défaite de Yua. Bref, après avoir récupéré, cette team de Sternritter s'est rendue au Uekomundo, et leur but final est de sauver les Sternritter survivants qui ont été faits prisonniers par la 12e division. Mais pour l'heure, ils vont combattre les Arrancars, avec un petit passage où Loli se fait bouffer une partie de sa résurrection par le Shrift de Lil Toto. Il se trouve que les Arrancars restants ne sont pas de taille face aux Sternritter, mais ils seront sauvés par le retour de Grimmjow, Nel et Haribel, revenus de Soul Society. Ces événements au Uekomundo sont très sympas, et nous montrent des interactions entre des personnages que l'on n'aurait pas pu imaginer dans le manga. On commence à bien se rendre compte que toutes les factions de Bleach commencent à bouger et à entrer en collision, mais aussi à s'entraider, genre Ginjo qui donne des infos à Isagi, etc. En tout cas, c'est à ce moment qu'apparaît au Uekomundo Ikone, qui arrive au calme et qui annonce que Tokinada lui a ordonné de devenir le roi du Uekomundo, et de défoncer les Arrancars jusqu'à ce qu'ils acceptent. À ce moment-là, Rudobun pète un câble et ça me tue. En mode, comment tu oses croire que tu peux remplacer Aizen? Il est vraiment matrixé, il me bute. En plus, il est plus fort qu'avant, mais bon, ces soldats rincés sont même pas capables de blesser Ikone. Et là, les anciens Espadas se rendent compte qu'en plus de posséder le Hiero, cette propriété réservée aux Arrancars, son Reiatsu est semblable à ceux des Shinigami et des Holo. J'aime beaucoup cette arrivée d'Ikone, et surtout la tension que cela crée chez les Quincy et les Arrancars, qui étaient en train de s'affronter jusqu'à maintenant. Leurs instincts semblent s'affoler face à cet être étrange, et son calme ainsi que son sourire presque innocent ne présagent rien de bon. C'est alors qu'Ikone, un perso qu'on ne connaît toujours que vaguement, nous dévoile son Zanpakuto, Ikomiki Domoe. En plus d'être un nom assez chiant à dire, c'est aussi un Zanpakuto très particulier, sur lequel on reviendra petit à petit à mesure que ses capacités et ses origines nous sont révélées. On retourne donc à Soul Society, où l'on retrouve Isagi qui commence ses recherches sur la noblesse de Soul Society. Et merde, j'ai répété 2 fois Soul Society, bon tant pis. Bref, il fait ça en parallèle de son travail pour la rétrospective de la Grande Guerre, et veut en savoir plus sur le clan Tsunayashiro, qui je rappelle est celui qui a fait basculer le destin de Tosen. Et il se trouve qu'un personnage de Soul Society lié à quelqu'un qu'on connaît pourrait lui apporter des réponses. Ce perso, c'est Seinosuke Yamada, le grand frère d'Anataro, qui a un rôle très particulier au sein de la noblesse. Le personnage s'était dévoilé un peu plus tôt, alors qu'il rendait visite à Anataro. Et ce gars, contrairement à son frère, a vraiment l'air d'une ordure, qui vient le voir juste pour l'humilier. Cependant, il semble aussi le mettre en garde et lui dit de quitter les 13 divisions, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Bref, c'est lui qu'Isagi cherchait à interviewer, et le narrateur nous dit alors que ce dernier ne savait pas à quel point rencontrer cet homme allait changer son destin. Mais avant ça, on a droit au moment que je préfère dans ce premier tome de Ken Fear Your Own World, et c'est la confrontation entre Kyoraku et Tokinada. Alors calmez-vous, quand je parle de confrontation, c'est juste verbal, mais c'est encore un moment génial durant lequel l'ambiance est délétère. Tokinada va débarquer au calme dans les baraquements de la première division et dégager tout le monde, sauf Kyoraku, afin de venir transmettre un message destiné à Yoruichi, alors que celle-ci n'a normalement plus rien à voir avec la noblesse puisqu'elle a cédé son titre à son frère Yushiro. Cette conversation nous en apprend encore une fois beaucoup, notamment sur le ressentiment de Tokinada envers Kyoraku, car ce dernier avait découvert le meurtre de sa femme et avait réussi à le faire enfermer un moment. En gros, là, il vient le narguer en faisant bien comprendre qu'il manigance du sale et que dans tous les cas, personne peut rien faire, puisqu'en tant que chef du clan Tsunayashiro, il fait ce qu'il veut. On nous dit même que ce clan est apparemment au-dessus des 3 autres grandes familles nobles, et est considéré comme le clan faisant le plus autorité. En gros, à l'instant T, après le roi des esprits et la division 0, l'homme le plus influent du Seireitei, c'est Tokinada. Il va profiter d'avoir Kyoraku en face de lui pour le provoquer, en mentionnant la mort d'Ukitake, mais en face de lui, il a le daron, le boss des boss, jamais il prend le bait, et il reste calme et souriant comme d'hab. Apparemment, à l'époque de l'arc Soul Society, Kyoraku avait d'abord pensé que Tokinada était derrière toute cette histoire, ce qui nous montre à quel point il n'a aucune confiance en lui. On voit clairement qu'il le déteste, et le voir lui lancer des petites piques, avec son attitude nonchalante de toujours, c'est jouissif. Et il y a une phrase que prononce Tokinada, qui encore une fois insiste sur le fait qu'on ne sait pas tout de Soul Society et de l'origine du monde de Bleach. Il dira à Kyoraku « Rien dans ce monde n'est précieux, surtout à Soul Society où tout n'est que supercherie. Si vous avez déjà lu la série entière, vous savez à quoi il fait allusion. » Et en parlant d'allusion, il fait aussi référence au Bankai de Kyoraku, en disant un truc du genre « J'ai pas envie de me retrouver dans les abysses et de me faire trancher la gorge ». Donc le gars, en plus d'être sadique et à un poste ultra influent, il a des informations ultra précises sur beaucoup de Shinigami apparemment. C'est le genre de perso qui, comme nous dit Kyoraku, hésiterait pas à faire des actions insensées juste pour énerver les gens, et c'est clairement un des pires membres de l'aristocratie, qui représente parfaitement le côté égoïste et cruel de la plupart de ces derniers.
La conversation prend fin alors qu'il met un énorme coup de pression à Nanao, qui était caché pour écouter. Il se trouve que même Kyoraku ne l'avait pas remarqué, mais Tokinada, lui, n'était pas dupe. On peut voir ça comme un petit indice sur ses talents au combat, puisqu'il a pu repérer Nanao alors que ce n'était pas le cas pour Kyoraku. En tout cas, à ce moment, même Kyoraku va devoir faire monter la sauce à coups de pression spirituelle énervée, parce que Tokinada évoque la mort de la mère de Nanao, en disant qu'il n'a rien à voir là-dedans, puisque si c'était le cas, il aurait fait en sorte qu'elle souffre beaucoup plus. Bref, vous avez compris, ce gars semble être un monstre et il va apporter des problèmes, alors qu'il remet à Kyoraku une lettre destinée à Yoruichi. Mais revenons donc sur Isagi et Anataro, qui se rendent au quartier des nobles et plus particulièrement au Shino Seiyakuin, qui est l'institution médicale de l'aristocratie, où officie Seinosuke Yamada. On va pouvoir s'intéresser un peu plus à ce personnage, qui semble posséder des facultés en kaido exceptionnelles, peut-être même du niveau d'Unohana d'après Isagi. Cet homme était d'ailleurs à une époque vice-capitaine de la 4ème division, mais a été promu au Shino Seiyakuin. Et comme je l'ai dit, Isagi est là pour l'interroger, mais c'est alors qu'il l'attendait qu'un événement anormal va se produire. Alors qu'un Garganta s'ouvre tout près d'eux, un enfant en tombe, à moitié mort, ce qui choque les deux Shinigami qui tentent alors de l'aider. Et je suppose que si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, et si la vidéo est pas trop confuse, vous savez de qui il s'agit. C'est en effet Ikone, le fameux gamin chelou qui est à la botte de Tokinada, et il est de retour après s'être apparemment fait défoncer au Ekomundo. Mais Anataro, même avec ses capacités, n'est pas à même de le soigner, et en plus de ça, sa pression spirituelle n'arrête pas de changer. En plus, il dit qu'il ne veut pas être sauvé, car il a failli dans sa mission et n'a pas fait honneur au seigneur Tokinada. C'est là qu'Isagi commence vraiment à se dire qu'il se passe des trucs. Pourquoi un gamin à la pression spirituelle extrêmement louche arriverait depuis un Garganta en plein quartier noble, et quel est son vrai lien avec Tokinada? On apprend en plus de ça que la 12ème division, qui est à même de repérer tous les mouvements d'énergie spirituelle au Seireitei, a pour ordre de ne pas questionner les allées et venues d'Ikone, un ordre qui vient tout droit des familles nobles. Clairement là ils sont en train de préparer une dinguerie, et c'est que le début. Bref, Seinosuke va arriver peu après, et nous démontrer ses skills en guérison, puisqu'il sera capable de remettre Ikone sur pied rapidement. Isagi, complètement choqué par la situation, commence à poser plein de questions en s'approchant de Seinosuke, et c'est là qu'il se fait mettre par terre par Ikone en un éclair. J'aime beaucoup ce passage globalement, puisqu'on voit clairement qu'Ikone a l'air complètement matrixé, on sait pas du tout qui il est, s'il s'est fait laver le cerveau, mais il a à la fois l'innocence d'un vrai gamin normal et la dévotion d'un sujet envers son roi, pour qui il ferait n'importe quoi. D'après lui, Tokinada est un homme bon, un sauveur, et il connaît aussi Seinosuke visiblement, qui lui est très mystérieux et ambigu dans ses propos. Mais pour l'heure, Isagi ne pourra pas l'interroger, car il emmène Ikone avec lui pour un traitement médical avancé. Et il se trouve qu'il a fallu les efforts réunis de Grimmjow, Haribel, Nell, mais aussi de Lille et Giselle pour qu'il puisse finalement battre Ikone. Et d'après les Arrancars, ce serait son Zanpakuto qui aurait ouvert le Garganta et rapatrié Ikone à Soul Society, ce qui semble très bizarre. On avait remarqué qu'il possédait le Hiero, mais d'après les Quincy, il utilise aussi le Bloodveiné, ce qui semble n'avoir aucun sens, et ils ne peuvent s'empêcher de le comparer à Ichigo, car en effet, ce petit semble posséder des attributs propres à chacune des factions de Bleach. Et avant de partir sur l'interlude qui clôt ce premier tome, il faut évoquer certains trucs qu'on apprend qui sont selon moi à la fois intéressants pour l'univers de Bleach, mais aussi très drôles. Déjà, Isagi a une moto. Genre il a acheté une moto dans le monde réel avec son salaire de vice-capitaine. Et ensuite il a acheté un appareil qui permet de convertir en Reishi des objets du monde réel, pour les amener à Soul Society. Mais y a pas que la bécane, il s'est aussi pris une guitare électrique avec un ampli ce ouf, un vrai métalleux. Et la machine là qui convertit les objets en Reishi, devinez qui lui a vendu? Bah Urahara évidemment, il l'a saigné. Et on nous dit que du coup Isagi est pauvre parce qu'il paye un crédit à Urahara. C'est drôle parce qu'Isagi est très souvent dépeint comme naïf et trop gentil, un caractère qu'on connaissait déjà, mais ici c'est encore plus appuyé, et cela permet de créer un gros contraste entre lui, Shinigami exemplaire et altruiste, et la société noble, mesquine et égoïste. Encore une fois, l'un des thèmes centraux de Ken Fear Your Own World est l'injustice entre la noblesse et les autres. On comprend bien ici que même le Gotei 13 au final n'est pas si influent que ça à Soul Society, comparé aux nobles par exemple, et que beaucoup de Shinigami, même les capitaines, ne savent quasiment rien sur l'histoire de Soul Society ou sur le roi des esprits. C'est évident lorsqu'on analyse la conversation entre Ichibei et Kyoraku, dans laquelle le capitaine commandant fait plusieurs allusions étranges quant au passé de Soul Society, et mentionne les fondateurs des 5 grandes familles nobles, parce que oui, à la base il y en a 5. Et à ce moment-là, j'aime beaucoup les réponses d'Ichibei, qui nous font gentiment comprendre que le gars sait des choses incroyables, mais qu'il ne les révélera pas pour l'instant. Le dernier gros passage de ce tome est probablement l'un des plus intéressants, et met en scène Tokinada, qui a convié Byakuya et Yoruichi dans une salle secrète, utilisée autrefois pour les réunions entre les grandes familles nobles. Cette conversation va encore nous en apprendre beaucoup, alors que Tokinada nous dit qu'il les a réunis afin de parler de l'avenir de Soul Society, et du fait qu'il souhaite raviver le clan Shiba, qui comme vous le savez a été déchu. Déjà à l'époque, le clan Shiba était mal vu et pas très respecté au sein de la noblesse,
et on apprend que l'exil d'Ishin dans le monde réel leur a causé beaucoup de tort. Car oui, si vous l'aviez oublié, Ishin, le père d'Ichigo, fait partie d'une branche de la famille Shiba, et d'après Tokinada, les exploits d'Ichigo pendant la guerre font que le clan mérite d'être restauré. Et s'il souhaite faire cela, c'est pour qu'ensuite les 5 clans, avec l'accord du roi des esprits, gagnent encore en influence au point d'être l'égal de ce dernier, et qu'ils puissent gouverner entièrement à la fois Soul Society, l'Oekomundo et le monde humain. Bien entendu, toutes ces idées ne laissent pas Byakuya et Yoruichi indifférents, et ces derniers dans un premier temps ne comprennent pas du tout pourquoi il veut faire ça, et comment il compte gagner l'accord du roi des esprits, qui rappelons-le ne peut pas communiquer, mais simplement exprimer sa volonté aux membres de la Division 0. Et là on comprend pourquoi Tokinada veut faire Dikone le nouveau roi spirituel, qui serait un roi ayant son libre arbitre, pas comme le roi des esprits actuel. Et juste avant ça, on a aussi appris le nom du Zanpakuto de Tokinada. Enfin, son Zanpakuto pas vraiment, parce qu'il y a longtemps qu'il n'est plus un Shinigami, et son Zanpakuto a donc été confisqué. Celui qu'il possède actuellement est un Zanpakuto qui appartient à la famille Tsunayashiro, et qu'il était censé récupérer en devenant le chef, mais bon, il l'avait déjà volé avant ça. C'est comme le Zanpakuto Shinken Akyoken de Nanao, un Zanpakuto transmis de génération en génération au sein d'une famille noble. Et ce Zanpakuto s'appelle, attention, Kuten Kyokoku, ou alors Kuten Kyokoku si vous voulez. Alors non seulement le nom ressemble à Katen Kyokotsu, mais en plus le Zanpakuto en apparence possède des similarités avec celui du Capitaine Commandant. Mais on n'en saura pas plus pour le moment. Bref, à côté de ça, on a Isagi, qui continue naïvement son travail pour le bulletin du Seireitei, et le narrateur met vraiment l'accent sur le fait qu'à ce moment, il ne sait pas encore qu'il est en train de se plonger dans un sacré merdier, mais qu'il sera aussi, bien qu'il n'ait pas de talent particulier craqué comme d'autres Shinigami, celui qui pourra être décisif dans la résolution des événements à venir, mais ça, ce sera pour les prochaines reviews. Et le tome 1 se termine sur un petit flashback, qui nous montre la rencontre entre Aizen et Tosen, survenue alors que celui-ci se faisait fumer par les gardes de Tokinada, juste après leur discussion dont on a parlé plus tôt. On voit alors Aizen utiliser son Zanpakuto pour que les gardes s'entretuent, et il se présente alors à Tosen, lui disant qu'il n'est pour l'instant qu'un simple Shinigami. Et voilà pour ce tome 1 de Ken Fear Your Own World. Vous l'aurez compris, on est sur une histoire qui va toucher la majorité des personnages importants de la série, que ce soit les Shinigami, les Quincy, les Fullbringer ou les Holo. Certes, ce tome 1 est très léger en combat, et sans images, la narration lors de ces derniers est très différente, mais ça permet de diffuser davantage d'informations intéressantes. En près de 300 pages, le roman nous livre énormément d'infos, avec parfois des facts un peu random mais appréciables. En plus, le but ici est vraiment de préparer le terrain, ce qui est pour ma part très réussi, et ce tome 1 permet de faire monter la tension sans non plus trop en dévoiler, pour nous tenir en haleine et créer un petit suspense qui ma foi est plutôt sympa. En tout cas, c'est vraiment facile de rentrer dans l'histoire, et c'est toujours cool d'imaginer les scènes dans sa tête, en attendant qu'un jour peut-être, les romans soient adaptés en OAV. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que vous aurez apprécié cette vidéo, qui a demandé beaucoup d'efforts et que j'ai adoré réaliser. Bien entendu, on traitera aussi des tomes 2 et 3 en temps voulu, et si vous avez des suggestions ou des retours sur la structure de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Bien sûr, à côté de ça, vous pouvez aussi bourrer les likes pour booster le référencement de cette vidéo, qui est vraiment importante pour moi parce que j'aimerais bien que tout le monde dans la communauté Bleach soit au courant de l'histoire de Ken Fear Your Own World. Parce qu'après tout, ça permettrait encore plus de débats au sein de la communauté et ça c'est beau, tant que tout le monde reste civilisé et cohérent bien entendu. Enfin bref, j'ai trop parlé, là je fatigue, envoyez-moi du Reiatsu s'il vous plaît, et oubliez pas que l'engouement pour Bleach est loin d'être mort. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.